France Bleu Azur au week-end. C'est un nouveau week-end en compagnie de Cécile Tarlier, le président de l'association des guides de France, à cette heure-ci dans le rendez-vous patrimoine. Bonjour Cécile. Bonjour Alia, bonjour les auditeurs. On s'est quitté le week-end dernier en évoquant l'histoire et au fil du temps de la principauté de Monaco. On n'a évidemment pas eu le temps de tout faire. C'est pour ça qu'on y revient là ce samedi matin avec vous. On s'est arrêté autour du XVIe siècle dimanche. Oui, tout à fait. On s'est arrêté autour du XVIe siècle en 1509 au moment où Gênes décide de lever ses prétentions sur Monaco. Les Grimaldi se sont installés sur le rocher à partir de 1297 aux dépens de Gênes. Et Gênes a toujours souhaité récupérer le contrôle sur le rocher. Les Grimaldi finissent par asseoir leur domination sur le rocher à partir du XVIe siècle. Comment ? Ils ont passé des alliances avec le roi de France et la famille de Savoie. Ainsi, les Grimaldi dirigent une principauté autonome, indépendante, grâce à des alliances passées avec le roi de France et la famille de Savoie. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la principauté vit calmement, paisiblement, dirigée par la famille Grimaldi. Perturbations et changements, c'est lorsque éclate la Révolution française. En 1789, les princes de Monaco perdent toutes leurs possessions en territoire français, c'est-à-dire Menton et Roquebrune, Cap-Martin. Menton et Roquebrune, Cap-Martin étaient des territoires monégasques et leur possession en est enlevée par la Révolution française. La Révolution française qui est une période très tourmentée pour Monaco, vu que Monaco est intégrée à la France. Elle fait partie des Alpes-Maritimes et son nom change. Entre 1793 et 1814, on parle de Fort d'Hercule. Fort d'Hercule, c'est le nom de Monaco à l'époque de la Révolution, entre 1793 et 1814. Donc une principauté qui perd ses possessions, Menton et Roquebrune. Et ces possessions, Monaco va les retrouver en 1815. Lorsque l'empire napoléonien s'effondre, lorsque la Révolution française, dans sa première phase, se termine, les Grimaldi récupèrent l'intégralité de leurs droits, notamment les droits territoriaux qu'ils avaient sur Menton et sur Roquebrune, Cap-Martin. Au XIXe siècle, la principauté continue de se développer, mais en 1848, il y a des émeutes révolutionnaires à Menton et à Roquebrune, Cap-Martin. Dans ces deux villes, les habitants se soulèvent et ils réclament un nouveau protecteur. Ils décident de se placer sous la protection du roi du Piémont, Sardaigne. Donc en 1848, du fait d'un soulèvement révolutionnaire, Monaco perd l'autorité qu'elle exerçait sur Menton et sur Roquebrune, Cap-Martin. Et dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce au prince Charles III, Monaco connaît un nouveau développement grâce au tourisme. Le prince Charles III décide de raccorder Monaco au PLM, au Paris-Lyon-Méditerranée, au chemin de fer, sur le tronçon entre Nice et Vintimille. Et le tourisme devient une activité dominante à Monaco grâce aux actions menées par le prince Charles III. C'est sous son règne, par exemple, que sont inaugurées la Société des bains de mer ainsi que l'hôtel de Paris. Et au tournant du XXe siècle, avec le prince Albert Ier, c'est une toute autre histoire qui s'ouvre pour la principauté. On va l'évoquer justement, la suite de cette histoire, l'époque contemporaine à Monaco avec vous, c'est dans 3 minutes sur France Bleu Azur. À tout de suite, Cécile Tarlier. Président de l'association des guides de France. On est à Monaco avec vous et là on est vraiment tout tourné vers l'époque contemporaine. Donc c'est ces 100 dernières années finalement, en gros, avec vous Cécile. Oui, ce dernier siècle qui a été un siècle de grande transformation pour Monaco. Cette transformation sont d'ordre politique. En 1911, Monaco devient une monarchie constitutionnelle grâce à l'œuvre réformatrice du prince Albert Ier dont nous célébrons cette année le centenaire de la mort. Et le prince Albert Ier a été un grand monarque modernisateur. Il a doté la principauté d'un conseil national élu, a inauguré le musée océanographique et a divisé administrativement la principauté en 3 quartiers. Et ces 3 quartiers, Monaco-Ville, la Condamine, la partie industrielle et Monte-Carlo. Donc Monaco se développe grâce à l'action réformatrice de Albert Ier, puis par son successeur, Régnier III, qui accède à la principauté en 1949.
Régnier III devient prince de Monaco en 1949 et il va chercher à affirmer l'indépendance de son royaume par rapport à la France, notamment du point de vue des moyens de communication. Il dote la principauté de TMC, Télé Monte Carlo, et de Radio Monte Carlo, c'est-à-dire des moyens de communication qui sont libres par rapport à l'ORTF de l'époque qui exerçait une véritable emprise sur les médias nationaux. 1962, c'est un moment de tension aussi entre la France et Monaco sur des questions d'ordre fiscal. La France décide d'un blocus sur Monaco dans la nuit du 12 au 13 octobre 1962. Donc des problèmes frontaliers qui sont liés à des questions fiscales et ces problèmes frontaliers ont pu être résolus lorsque Régnier III fait adopter une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution, celle qui est en vigueur à Monaco, elle date du 17 décembre 1962. Elle acte plusieurs changements, Cécile. Il abolit la peine de mort, autorise le vote des femmes et met en place une Cour suprême garante des libertés fondamentales pour les Monégasques. Régnier III a fortement modernisé la principauté. Il en a fait un lieu placé sous le feu des projecteurs internationaux en faisant venir notamment le Grand Prix de Formule 1, et c'est l'un des monarques qui a le plus contribué au développement de la principauté en axant son développement sur l'événementiel et sur l'immobilier résidentiel. Et s'il y a des visites que les guides de France peuvent proposer, dans ce cadre-là, c'est une promenade qui commence au niveau du Palais Princier, qui nous permet de descendre lentement vers le port, de remonter vers le casino, de façon à avoir toutes les transformations urbaines et architecturales qui ont été portées par la famille Grimaldi. Et elles sont nombreuses, effectivement. Merci pour ce coup de projecteur sur la principauté de Monaco, un site incontournable, qu'on soit de la Côte d'Azur ou de passage cet été, évidemment. On retrouve toutes ces infos sur francebleu.fr et les différentes façons de réserver également une visite avec l'association des guides de France. Cécile, tout autre décor. Demain, on sera du côté du golfe de Saint-Tropez à Grimaud. Tout à fait, Lian parlera de Grimaud, qui est un magnifique village perché. À demain sur France Bleu Azur, entre midi et demi.